Ça va faire un peu mal. Il est là-dedans, le test ADN. Bien. J'espère que ça va marcher. 1, 2... Et voilà le résultat. Tu as fait ton prélèvement au menton? Ça, tu aimerais bien savoir, hein? Elle est bonne, j'adore. Intro 1, 8e. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, des enquêteurs de la police scientifique vont nous suivre. Pas seulement Adrian et moi, mais toute l'équipe de Xenius à la trace. Équipe que l'on voit rarement de ce côté de la caméra. C'est vrai, nous avons tous pris un échantillon de notre sang pour un test ADN. Ici, pas là. Mais un seul échantillon a été envoyé à l'Institut de médecine légale de Cologne. Nous allons mettre les experts à l'épreuve. Les médecins légistes vont tenter de découvrir à quel membre de notre équipe appartient l'échantillon envoyé. Nous ne pourrons pas leur être d'une grande aide puisque nous n'en savons rien nous-mêmes. Mais je dirais que vu la taille de l'équipe, ça ne s'annonce pas simple. En effet, nous allons découvrir dans cette émission comment les techniques modernes permettent de décrypter l'ADN. On serait tenté de croire qu'on sait déjà tout sur le sujet grâce aux fictions et aux séries policières. Oui, comme dans ta torte. Nous avons donc mené l'enquête. L'analyse ADN, un incontournable de nos fictions policières. Mais ce que nous voyons à l'écran reflète-t-il vraiment la réalité? Peter Schneider est médecin légiste. Les analyses ADN, c'est son domaine. Pour Xenius, il a accepté de faire le tri entre réalité et fiction. Exemple numéro 1, la série Engrenage. Cette fourrière parisienne a accueilli le tournage d'une saison de la série policière française. Cette dernière se targue de représenter les crimes et leur élucidation avec le plus de réalisme possible. Action! Dans un épisode, les commissaires tombent sur un indice décisif. Une couverture ensanglantée, pleine d'ADN. L'ADN, effectivement, on l'utilise à chaque fois, dans toutes les saisons, puisque dès qu'il y a soit un cadavre qui est retrouvé, on fait automatiquement une recherche ADN pour savoir si la personne est déjà connue ou si elle est identifiée. Mais est-il si fréquent de trouver des traces d'ADN sur le lieu d'un crime ? Les progrès réalisés ces dernières années en matière d'analyse ADN nous permettent d'élaborer des profils à partir des traces les plus infimes, de simples traces de contact notamment. Le problème, c'est que l'on risque de perdre le lien avec le crime. En effet, on ne peut pas dater l'apparition d'une trace d'ADN. On en voit seulement le résultat. De même, il est possible que les traces de plusieurs sources différentes se superposent et soient analysées ensemble. Exemple numéro 2, Tatort. De manière générale, la série policière allemande reste proche de la réalité scientifique. Mais lorsque l'affaire se corse, comme ici, il n'est pas rare que la fiction donne un petit coup de pouce aux enquêteurs. Les empreintes génétiques se ressemblent autant qu'un cheveu ressemble à un autre. La façon dont l'échantillon de cheveux est prélevé est pour le moins approximative et peu professionnelle. En temps normal, on ne le ferait pas à main nue, à même la brosse. C'est évidemment dû au fait qu'il s'agit d'une fiction. Le vrai problème, c'est qu'un cheveu tombé ne contient qu'une très faible quantité d'ADN. Les cheveux tombés sont dits en phase télogène. Ils ne possèdent pas de racines. Or, le tissu intact se trouve sur le bulbe du cheveu, et seul ce tissu permet d'extraire de l'ADN en vue d'une analyse. Exemple numéro 3, les experts. Dans cette série américaine, on est très loin de la réalité. Les tests ADN évoquent plus de la science-fiction. Dans les experts, le criminel recherché figure systématiquement dans la base de données. J'ai résolu votre affaire une fois de plus. Si on disposait d'une base de données dans laquelle chaque personne est répertoriée, on pourrait classer toutes les traces relevées sur les lieux des délits. Mais cela implique que toute la population figure dès la naissance dans cette base de données. À mon avis, établir une base de données aussi complète irait à l'encontre de la loi relative à la protection des données personnelles. Certaines séries policières peuvent nous donner un aperçu du travail effectué par les enquêteurs. Mais le plus souvent, c'est la fiction qui prend le dessus.
C'est bon, on peut y aller. Très bien. Approchez-vous un peu. Merci. Voilà, j'ai retrouvé la parole. Très bien. L'échantillon est prélevé. Nous allons voir concrètement comment fonctionne la médecine légale. Et pour cela, on commence par fournir un échantillon de salive. C'est ça. Pour entrer ici, il faut montrer patte blanche. Vous avez déjà notre sang et maintenant il vous faut notre salive? C'est vrai. En fait, nous avons mis en place un outil de recherche de contamination. Vous allez venir jeter un coup d'œil à ce qui se passe dans nos labos, et il est toujours possible qu'involontairement, vous répandiez des cellules de peau, de salive ou autre. Bon, peut-être pas des cellules sanguines, cela dit. Et ces cellules risquent de se retrouver dans un de nos échantillons. Donc cet outil nous permet d'établir votre profil génétique pour éviter que vous vous retrouviez lié à un crime ou à un test de paternité. De quelque façon que ce soit. Du coup, je suis ravi que vous ayez déjà effectué mon prélèvement. Dorthe va y passer aussi? Oui, faisons ce test de maternité. Sinon, tu risques de te retrouver accusé de tous les crimes. Non, je suis tout à fait partante. Je vous en prie, faites donc. Vous aussi, vous avez dû donner des échantillons d'ADN? Bien sûr, comme tous les employés de l'Institut, ainsi que les ouvriers de passage, les techniciens et les analystes informatiques. Tout le monde. C'est fou. Si je comprends bien, il suffit qu'on passe et on laisse une trace. C'est le risque. Comme il s'agit de traces infimes, elles peuvent passer inaperçues. Nous préférons donc jouer la sécurité. Mais du coup, on ne risque plus jamais rien alors. On pourrait commettre un crime sans jamais se retrouver soupçonné? En théorie, oui. Mais si on vous identifie par votre trace ADN, même si vous figurez dans l'outil de recherche de contamination, nous allons demander à la police de vérifier votre alibi, puis procéder à une nouvelle analyse. Ceci pour vérifier vos faits et gestes à Cologne et vous arrêter s'il y a suspicion. Bon, on nous retrouverait très vite. C'est sûr, on est désavantagés. Effectivement. Bon, je suis prête. Ouvrez la bouche, s'il vous plaît. L'équipe de tournage aussi va avoir droit au prélèvement. Absolument. Dans l'affaire du fantôme de Heilbronn en Allemagne, il y avait justement eu contamination, n'est-ce pas? Oui, dans le cas du fantôme de Heilbronn, il y a eu contamination par la personne qui avait emballé les cotons-tiges servant au prélèvement. Elle n'avait pas observé toutes les règles de prévention et avait déposé son ADN sur les cotons-tiges. Lorsqu'ils ont été analysés, on a retrouvé le même profil génétique dans plusieurs pays. C'est donc ça, à cause de cette contamination, on a cru qu'une femme parcourait toute l'Europe et qu'elle tuait des gens et commettait des braquages. Son profil ne figurait nulle part. Et elle s'est retrouvée liée à tous les délits imaginables. Vol avec effraction, meurtre, viol. Pour les autorités policières, ça n'avait aucun sens. On ne comprenait pas le lien entre ces crimes. Donc écoutez bien, la règle à retenir quand on est un enquêteur rigoureux, c'est de ne pas contaminer avec son ADN la piste que l'on est en train d'essayer de remonter. Et deuxième règle d'or, il faut bien sécuriser toutes les traces que l'on trouve, et ce, pour longtemps. Oui, parce qu'on ne sait jamais comment les techniques vont évoluer. Osnabrück, en Basse-Saxe, dans le nord-ouest de l'Allemagne. C'est ici que Christina, une fillette de 9 ans, est retrouvée morte en 1987. À l'époque, aucune piste crédible ne permet de remonter jusqu'à son assassin. L'ADN d'un homme est bien retrouvé, mais cela ne suffit pas à résoudre l'affaire. Finalement, en avril 2013, les enquêteurs se tournent vers une émission de télévision spécialisée dans les crimes non élucidés. Absolument personne n'a vu Christina. Toutes les forces de la police d'Osnabrück sont mobilisées. En Allemagne, il n'y a pas de délai de prescription pour les meurtres. 25 ans après les faits, de nouvelles informations permettent soudain de comprendre les circonstances de la mort de Christina. Les traces d'ADN ont pu être analysées ici, au service de police judiciaire de Munich. Avec son équipe, le généticien Wolfgang Voll parvient à exploiter un infime fragment de peau retrouvé sur les vêtements de Christina. Mais comment est-ce possible après toutes ces années?
La particularité de ce cas, c'est que les traces ont été très bien protégées grâce à des feuilles adhésives. Entre ces feuilles, les squames se conservent pour ainsi dire éternellement et elles ne peuvent plus être contaminées. À partir de ces squames, nous avons isolé l'ADN. À la fin des années 1980, c'était encore impossible. Grâce à l'ADN que renferment ces fragments de peau, les enquêteurs ont pu, un quart de siècle après les faits, effectuer des tests sur de nombreux suspects. L'avocat de l'un d'eux se souvient. Une cinquantaine de personnes ont été priées de se rendre sur place. Parmi elles se trouvait mon client. Il a reçu un appel et, chose étonnante, il a répondu « Très bien, où et quand dois-je me présenter ?» Il y est allé, a fourni son ADN, et là, il a compris qu'il y avait de fortes chances pour qu'il se fasse arrêter. C'est effectivement le cas au terme de l'analyse des prélèvements. Le suspect est condamné. Le profilage génétique de l'assassin, après plus de 25 ans, montre à quel point la médecine légale s'est perfectionnée. Et cela va bien au-delà de l'affaire Christina. Grâce aux techniques modernes, des traces relevées il y a des décennies deviennent soudain lisibles. Plusieurs criminels sont ainsi rattrapés par leur passé. Au tout début des analyses génétiques, on pouvait exploiter des traces de sang qui faisaient au minimum la taille d'une pièce de monnaie. Peut-être un peu plus petite si c'était des traces de sperme. Aujourd'hui, ces traces peuvent être minuscules, de moins d'1 millimètre, voire même invisibles. Il n'y a désormais plus de seuil minimal. Le profil génétique est établi grâce à certains segments d'ADN. Pour les obtenir, il faut diviser l'ADN. Chaque segment est ensuite reproduit plusieurs millions de fois, le seul moyen pour que les experts en médecine légale puissent obtenir le matériel indispensable. Pour chaque segment d'ADN, ils doivent savoir à quelle fréquence les composants, c'est-à-dire les bases, se répètent dans une séquence donnée. Grâce à l'électrophorèse, ces bases sont triées par longueur. Elles sont soumises à un champ électrique afin que les segments d'ADN migrent à travers un gel. Les plus courts, qui comptent le moins de répétitions, traversent les premiers. Le profil génétique est créé. Le cas a pu être résolu grâce à un généticien. Et même si la trace d'ADN ne constitue pas une preuve, elle aura permis aux enquêteurs de trouver l'indice décisif pour remonter jusqu'au coupable. Lentement mais sûrement, nous approchons de la résolution de notre grande enquête sur l'analyse génétique. Est-ce que les médecins légistes de l'Université de Cologne arriveront à déterminer avec certitude à qui appartient le prélèvement sanguin? Qui cela peut-il bien être? Mystère. La réponse se trouve ici, dans ces enveloppes. La carte rouge correspond à la personne dont le prélèvement a été envoyé à Cologne. Professeur Schneider, nous vous retrouvons enfin. Vous avez déjà bien avancé. Sur cet écran, je vois que vous avez un profil ADN, c'est bien ça? Oui, nous pouvons déjà y déchiffrer une information importante, à savoir le sexe de la personne. Je peux d'ores et déjà vous dire que cette personne est de sexe masculin. D'accord. Donc tu es exclu d'office. Ça pourrait être toi. Est-ce qu'on peut y lire si la personne est très grande? Pas à partir de ces données. Il y a des recherches là-dessus, mais pas suffisamment au point pour être utilisées en pratique. Vous pouvez nous montrer à quoi vous voyez qu'il s'agit d'un homme? Bien sûr. Tout d'abord, chacune de ces barres de couleur désigne un caractère à un endroit de l'ADN humain. Ici? Précisément. D'accord. Et à gauche, il est inscrit X et Y. Ah, je vois. Je les avais repérés. Ce sont les chromosomes sexuels. Je peux les agrandir. Ce sont... On peut le comparer à d'autres échantillons pour mettre en évidence les points communs et les différences. Je vous laisse deviner qui est masculin et qui est féminin. Oui, XY c'est masculin, XX féminin. Absolument. Voilà ce que nous pouvons apprendre de cette analyse avec une assez grande certitude. C'est déjà impressionnant. En tout cas, on connaît déjà le sexe de l'individu. Mais peut-on continuer à avancer sur notre petit jeu de piste? Ici, non, parce que ces systèmes ne se rapportent qu'à des caractéristiques qu'on ne peut pas voir. Elles proviennent de régions de l'ADN qui ne sont pas responsables de caractéristiques physiques.
mais qui codent autre chose. Donc ce profil ADN classique ne nous dévoilera pas d'emblée l'identité de la personne à qui appartient l'échantillon. Mais les médecins légistes peuvent quand même lire bien des choses dans l'ADN. Retour sur une affaire de 1992. Un soir de juin, un homme traverse un parc. Lorsqu'à la tombée de la nuit, il croise une jeune femme. Elle rentre chez elle, seule, et son destin bascule. Le lendemain matin, le 8 juin 1992, Milica van Doorn, 19 ans, est retrouvée morte derrière l'église de Zaandam, aux Pays-Bas. Son meurtrier l'a jetée dans un étang après l'avoir violée et égorgée. La police appelle la population à coopérer. Milica rentrait d'une fête d'anniversaire et avait raté son bus. Mais aucun témoin n'a vu l'étudiante, et encore moins son assassin. Malgré des traces de sperme, l'enquête est au point mort. Le profil de l'assassin n'apparaît pas dans les bases de données et la police peine à restreindre le cercle des suspects. L'affaire reste en suspens pendant 25 ans. Jusqu'à l'intervention de Manfred Keiser. Il a co-développé une technique d'analyse génétique très perfectionnée, le phénotypage, qui permet de déduire certains caractères d'une personne à partir de son ADN. On n'utilise pas l'ADN pour identifier une personne. On s'efforce d'obtenir depuis l'ADN des informations susceptibles d'aider la police à mieux trouver une personne inconnue. 3 groupes de caractères s'y prêtent en particulier. Tout d'abord, l'apparence d'une personne, puis son origine géographique et enfin son âge. Pour cela, Manfred Keiser et son équipe analysent les gènes qu'ils savent responsables d'un caractère en particulier. Par exemple, la couleur des yeux, des cheveux ou de la peau. Le résultat de cette analyse permet de déterminer certains caractères physiques liés à la personne cible. En outre, les scientifiques collectent des données de référence au moyen de coopération internationale. Dans ces données, ils cherchent des marqueurs génétiques que l'on ne trouve que dans certaines régions du monde. Pour obtenir des indications sur des traits caractéristiques de l'apparence physique, les généticiens ont également besoin de données de référence à partir desquelles ils développent des modèles statistiques. Pour l'origine géographique, c'est un peu différent. On n'utilise pas de modèle statistique, mais on se sert des données de référence. On compare les données génétiques de l'individu et on réalise une analyse commune avec toutes les données de référence. Ensuite, on regarde si l'échantillon atterrit dans le nuage de données des Européens ou dans celui des Africains ou des Asiatiques. Dans l'affaire de l'étudiante assassinée, la recherche d'origine géographique a apporté un indice précieux. Dans le cas de Milica van Doorn, l'analyse d'ADN n'a pas révélé qu'il s'agissait très probablement d'une personne d'origine turque. Elle a indiqué qu'il s'agissait de quelqu'un ayant des racines géographiques dans une région qui comprend la Turquie et ses pays voisins. Dans le cas présent, concrètement, le seul groupe ethnique important originaire de cette très vaste région, ce sont des personnes d'origine turque. Tous les hommes d'origine turque vivant à Zaandam au moment des faits ont donc été conviés à passer des tests ADN. Ils sont 135 à accepter de le faire. 2 hommes ne se présentent pas. Les analyses révèlent que l'un de ces 135 individus appartient à la famille proche du meurtrier. Après une décision judiciaire, le proche a dû fournir son ADN. Il s'est avéré que son profil génétique correspondait à celui de la trace trouvée sur le lieu du crime. Le meurtrier a donc été confondu grâce à son profil génétique. Et c'est la recherche d'origine géographique qui a apporté l'indice décisif. Cette analyse est autorisée aux Pays-Bas. En France, elle l'est également depuis 2016. En Allemagne, en revanche, la recherche des origines par l'ADN est interdite en dehors de la Bavière. Ses détracteurs redoutent qu'elle ne soit utilisée pour discriminer les minorités. Depuis fin 2019, l'analyse génétique sur la couleur des yeux, des cheveux et de la peau est toutefois autorisée. Mais pour les enquêteurs et les généticiens moléculaires, sans l'analyse des origines géographiques, cette nouvelle méthode risque d'être inefficace. L'enquête se poursuit.
Manfred Kaiser supervise un projet à l'échelle européenne. La recherche vise notamment à cerner les traits du visage d'une personne grâce à l'ADN. Pour cela, on cherche dans le sang de volontaires les gènes responsables des caractères faciaux. Aidé de son équipe, le généticien développe des modèles pour décrire ces caractères à l'aide d'images 3D. Nous avons étudié 10 000 Européens, ce qui nous a permis d'identifier 24 gènes. Si on observe les effets, on constate qu'ils sont très réduits. Mais on sait malgré tout que le visage est très largement défini par l'ADN. Il pourrait donc y avoir des centaines d'autres gènes. Mais pour les trouver, il faudrait travailler non plus sur 10 000 personnes, mais sur 100 000, voire 1 million. Les scientifiques le reconnaissent eux-mêmes. Ils sont encore loin de tenir le portrait robot génétique. Mais ils comptent bien continuer d'affiner au maximum cette nouvelle méthode. Maintenant, nous allons enfin savoir si nos médecins légistes ont réussi à attribuer le prélèvement sanguin à la bonne personne. Après avoir établi son profil génétique, nous savons déjà qu'il ne s'agit pas d'une femme. Ce qui veut dire que toutes les femmes, à part moi, peuvent quitter les lieux du crime. On a encore besoin de toi, Dörte. Oui, mais je suis innocente. Professeur Schneider, nous revoilà à vos côtés. Qu'avez-vous trouvé ? J'ai relevé quelques informations et quand je regarde ces trois messieurs, je vois que certains caractères sont différents. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué. Moi, j'ai un problème. Rien que quand vous nous regardez comme ça, je me sens coupable. Tout d'abord, je précise que cette méthode n'est pas forcément adaptée à l'identification d'un individu précis, mais plutôt à celle de caractères qui peuvent être communs à plusieurs personnes. Dans le cas présent, il nous reste 3 personnes, les autres ayant été écartées par leur sexe. Je peux regarder si parmi ces 3 personnes, il y en a une qui correspond le plus à mon profil. Pour vous, petit problème classique, vous perdez vos cheveux et vous grisonnez. Je ne peux donc pas dire grand-chose sur leur couleur. Il faut faire avec. Je vois en revanche que vous avez les yeux marrons. Vous le confirmez. C'est une information qui m'est d'une grande aide. Votre peau n'est pas extrêmement claire. Elle est, on ne peut pas dire foncée, mais pas aussi claire qu'un Européen du Nord, par exemple. Voilà pour vous. En ce qui vous concerne, je dirais que vos yeux ont une couleur un peu mixte, entre le bleu et le vert. Vos cheveux sont châtains et votre peau est claire. Quant à vous, vous avez aussi les cheveux châtains qui tirent peut-être plus vers le brun. Pour la couleur des yeux, c'est plus compliqué. Un mélange aussi peut-être. On me dit souvent qu'ils sont bleu-gris-vert avec une pointe de rouge. C'est ça. Pas mal. Oui, et vous avez une couleur de peau plutôt claire. Oui. Alors entre vous deux, c'est un peu difficile de trancher. Vous avez des caractères phénotypiques similaires, il faut bien le dire. Mais il nous reste un troisième critère, qui est l'âge. C'est l'âge qui peut faire la différence. Je suis curieux de savoir si ce sera le cas ici. J'ai estimé une tranche d'âge. Je peux essayer de deviner le vôtre. Allez-y. Je dirais début de la quarantaine. Très bien. Attendez un peu. Bon, je suis à la fin de la trentaine. Dans ce cas, vous entrez dans la tranche. Notre estimation est de 42 ans. Et la fenêtre s'étend de 38 à 46 ou 47 ans. Je n'ai pas encore 38 ans. Vous êtes juste en dessous alors. Oui. Alors votre collègue correspond mieux au profil. Bien sûr, si on tient compte de la marge d'erreur, vous correspondez tous les deux. C'est aussi le but de ce type d'analyse. On ne peut prendre de véritables décisions qu'en prélevant un nouvel échantillon, puis en comparant le profil génétique de la personne avec celui de la trace découverte sur le lieu du crime. Tous les autres caractères deviennent alors superflus. Alors, si on passait à l'ouverture de l'enveloppe? Oui, il est temps de regarder à l'intérieur. On ouvre l'enveloppe et on connaîtra le coupable. Donnez-nous d'abord votre pronostic final. J'opte pour le monsieur du milieu. C'est votre dernier mot, le monsieur du milieu. Et maintenant, le résultat tant attendu, avez-vous vu juste? Nous-mêmes, nous ignorons lequel des échantillons est arrivé jusqu'au labo. Le mien est blanc. Jusque-là, c'est bon. Blanc comme neige. Et pour être sûr, le mien aussi est blanc, des deux côtés. Alors nous sommes tombés plutôt juste. Bien vu. À votre avis, vers quoi se dirige-t-on maintenant? Qu'est-ce qui va devenir possible à l'avenir?
Nous travaillons au perfectionnement de ces tests, en y intégrant davantage de marqueurs génétiques pour renforcer la qualité des prédictions. Dans quelques années, nous devrions pouvoir dire si la couleur de cheveux d'une personne est naturelle, si ses cheveux sont gris, bouclés ou frisés, ou si la personne est chauve. Les taches de rousseur aussi sont programmées génétiquement. Nous tentons donc d'ajouter toujours plus de fragments à cette mosaïque. Je pourrais vous écouter parler pendant des heures et j'aurai une foule de questions à poser. C'est un domaine vraiment passionnant. Oui. On va suivre ça de près. Merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. On vous dit à très bientôt. Restez curieux, comme toujours. Oui. À la prochaine. C'était toi, espèce de traître. Oui. On t'a vraiment fait le prélèvement au menton? Oui, finalement, c'est la seule question restée sans réponse. Que cache ce pansement? On ne le saura jamais. C'est le dernier accessoire à la mode, les amis. Das trägt man heute so, Leute. Das trägt man heute so.